Il existe, dans l'histoire ancienne des hommes, des signes physiques que certaines sociétés ont perçus comme des marques du destin, parfois bénies, parfois maudites. Et bien avant que la science moderne ne tente de les expliquer, ces signes ont façonné des vies entières, provoqué des obsessions, ruiné des familles et alimenté des légendes qui se sont transmises de génération en génération. Et c'est dans ce monde régi par la croyance, la peur et l'interprétation des présages que commence cette histoire, à une époque lointaine, bien avant le milieu du XXe siècle, lorsque la richesse se mesurait à la terre, à l'or et à la mémoire des hommes, et que la raison pliait souvent devant la superstition. Au XVIIIe siècle, alors que les routes étaient encore des chemins de poussière et que les nouvelles mettaient des semaines à traverser les continents, certaines fortunes semblaient apparaître comme par miracle, tandis que d'autres disparaissaient sans laisser de traces. Et parmi ces disparitions, certaines furent si étranges qu'elles défièrent toute logique humaine, nourrissant des récits murmurés dans les tavernes, les salons et les foyers, racontés à voix basse comme des avertissements. Dans une région prospère mais fragile, où les échanges commerciaux reliaient l'Europe aux terres lointaines et où les hiérarchies sociales étaient aussi rigides que cruelles, vivait un homme convaincu que le monde était gouverné non pas par le hasard, mais par des signes cachés. Et cet homme avait bâti toute son existence sur l'idée que chaque événement possédait un sens secret qu'il fallait savoir déchiffrer. Il tenait des registres précis, observait le ciel, consultait des ouvrages anciens et croyait fermement que certaines anomalies de la nature n'étaient pas des erreurs, mais des messages adressés à ceux capables de les comprendre. Et lorsqu'il entendit parler d'un individu porteur d'une particularité physique rarissime, son esprit s'embrasa aussitôt, persuadé que le destin venait enfin de lui tendre la clé d'une prospérité éternelle. Cet individu, venu de très loin, avait traversé des routes commerciales impitoyables, changé de mains, de langues et de terres, et portait sur lui une singularité visible dès le premier regard, une singularité qui troubla profondément tous ceux qui la remarquèrent, car ses mains comptaient un doigt de plus que la norme établie, parfaitement formé, fonctionnel, presque harmonieux. Et dans certaines traditions anciennes, un tel détail était interprété comme le sceau d'une puissance invisible. Lorsque leurs chemins se croisèrent, l'homme superstitieux vit dans cette rencontre l'accomplissement de toutes ses attentes, convaincu que la chance, la richesse et la reconnaissance allaient désormais s'accumuler autour de lui comme par enchantement. Et il prit alors une décision irrévocable, ignorant les mises en garde, les doutes de ses proches et la prudence la plus élémentaire. Pendant quelques semaines, tout sembla lui donner raison. L'ordre apparent régnait, les affaires continuaient, les chiffres s'alignaient sur le papier. Mais sous cette surface rassurante, quelque chose commençait lentement à se fissurer, presque imperceptiblement, comme une fissure invisible dans une fondation ancienne. D'abord, ce furent de simples incohérences, des montants légèrement inférieurs à ce qui était attendu, des souvenirs qui ne correspondaient plus exactement aux documents, puis des absences inexplicables, non pas des vols visibles, non pas des pertes dues à un incendie ou à une catastrophe, mais des manques silencieux, comme si l'argent lui-même s'effaçait de la réalité. Plus l'homme cherchait à comprendre, plus il s'enfonçait dans la certitude que ces événements n'étaient pas le fruit de son esprit, mais l'œuvre d'une force cachée. Et chaque regard posé sur ses mains aux doigts surnuméraires renforçait son obsession, car il oscillait désormais entre la croyance que cette singularité devait lui apporter fortune et la peur qu'elle soit à l'origine d'une malédiction insidieuse. Autour de lui, les autres observaient sa transformation, sa méfiance croissante, ses accès de colère, ses silences prolongés, sans oser intervenir, car dans ce monde ancien, la réputation et l'autorité d'un homme pesaient plus lourd que la vérité. Et peu à peu, l'atmosphère changea, la confiance se dissipa, les décisions devinrent incohérentes, et la frontière entre la réalité et l'illusion se brouilla dangereusement.
Ce qui rend cette histoire troublante, ce n'est pas seulement la disparition progressive d'une fortune bâtie sur des années d'efforts, mais la manière dont une croyance, née d'une simple particularité physique, put consumer l'esprit d'un homme jusqu'à remettre en question sa propre mémoire, ses certitudes et son humanité. Car dans cette époque lointaine, bien avant que la psychologie ne nomme les fractures de l'esprit, on préférait accuser les signes, les présages et les êtres différents plutôt que d'affronter ses propres failles. Et c'est ainsi que commence cette histoire, non comme une simple légende de richesse perdue, mais comme le témoignage d'un basculement lent et inexorable où la superstition, la peur et le besoin désespéré de croire à un sens caché entraînèrent un homme et ceux qui l'entouraient vers une chute dont personne ne comprit immédiatement l'origine réelle. Avec le passage des mois, alors que l'année avançait lentement selon le rythme immuable des saisons anciennes, l'homme autrefois sûr de lui sombra davantage dans une vigilance maladive, car chaque pièce comptée semblait se transformer sous ses doigts, chaque souvenir devenait suspect, et plus il tentait de reconstituer le fil de ses affaires, plus celui-ci lui échappait, comme si le passé lui-même refusait d'obéir à sa volonté. Il recommença sans cesse les mêmes calculs, relut ses registres à la lueur tremblante des bougies, cherchant des erreurs, des traces d'intrusion, une explication rationnelle qui aurait pu le libérer de l'angoisse, mais ce qu'il découvrait ne faisait qu'alimenter sa peur, car l'écriture était bien la sienne. L'encre semblait ancienne, et pourtant les chiffres ne racontaient plus l'histoire dont il se souvenait avec certitude. Dans ce monde d'avant les machines et les certitudes scientifiques, la mémoire d'un homme respectable valait preuve, et lorsque celle-ci commençait à se fissurer, c'était toute sa réalité qui s'effondrait, pierre après pierre, sans bruit, mais avec une cruauté implacable. Autour de lui, ses proches tentaient de comprendre, certains évoquaient la fatigue, d'autres murmuraient qu'un esprit malin avait pu s'introduire dans la maison, profitant de la nuit et des failles invisibles de l'âme humaine. Et plus ces murmures se propageaient, plus l'homme se repliait sur ses croyances, persuadé que seule une explication extraordinaire pouvait justifier une perte aussi totale et aussi silencieuse. Il se mit alors à observer chaque geste de celui qu'il avait autrefois considéré comme un signe de prospérité, scrutant ses silences, la manière dont ses mains se déplaçaient, la façon dont son regard semblait parfois se poser sur lui avec une neutralité troublante, ni soumise ni provocante, simplement distante, comme si tout ce chaos ne le concernait pas réellement. Cette indifférence apparente devint pour l'homme une preuve supplémentaire, car dans son esprit tourmenté, seul quelqu'un qui détenait un secret aussi lourd pouvait rester aussi calme face à la ruine d'autrui. Il multiplia les précautions, verrouilla les portes, garda sur lui les clés, limita l'accès aux pièces où étaient conservés les biens restants, mais ces mesures n'apportèrent aucun soulagement, car la disparition ne suivait aucune logique humaine, aucun schéma visible, et plus il resserrait son contrôle, plus il avait l'impression de perdre prise sur le monde. Ce fut à cette époque que des tensions éclatèrent avec ceux qui travaillaient pour lui, car ses ordres devenaient contradictoires, donnés un jour puis niés le lendemain, et certains commencèrent à noter discrètement ces incohérences, non par malveillance, mais par instinct de survie, conscients que la colère d'un homme acculé pouvait être aussi dangereuse qu'une tempête imprévisible. Dans les échanges commerciaux, la situation se détériora rapidement, car l'homme contestait des accords qu'il avait lui-même conclus, accusait ses partenaires de mensonges, exigeait des paiements déjà effectués selon les autres parties, et cette confusion fit naître une méfiance profonde, car dans un monde ancien fondé sur la parole donnée, être perçu comme instable revenait à perdre toute crédibilité. Peu à peu, les visiteurs se firent plus rares, les dettes commencèrent à s'accumuler, et la richesse, autrefois tangible, se transforma dans une abstraction douloureuse, évoquée uniquement à travers des souvenirs et des reproches. L'homme, incapable d'admettre sa propre défaillance, chercha un responsable visible, et son regard se fixa définitivement sur celui dont la différence physique avait déclenché toute cette chaîne d'événements, car il était plus supportable de croire à une malédiction incarnée que d'affronter l'idée terrifiante que l'esprit humain pouvait trahir son propre maître.
Dans des accès de lucidité fugace, il lui arrivait de douter, de se demander s'il n'était pas lui-même l'artisan de sa chute, mais ces instants étaient brefs et aussitôt étouffés par la peur, car reconnaître sa responsabilité aurait signifié accepter que toute sa vision du monde, fondée sur les signes et les présages, n'était qu'une illusion fragile. La nuit, il se réveillait en sursaut, persuadé d'avoir entendu des pas ou des murmures, et parfois il se relevait pour vérifier ses coffres, comptant encore et encore ce qui restait, cherchant à se rassurer par la répétition, sans comprendre que ce rituel ne faisait qu'approfondir son désespoir. Les flammes apparurent plus tard, surgissant dans l'obscurité comme une réponse brutale à des mois de tension silencieuse, détruisant en quelques heures ce que des années avaient construit, effaçant les registres, les preuves et les repères matériels auxquels l'homme s'accrochait désespérément. Et lorsque le jour se leva sur les ruines fumantes, il ne resta plus que des cendres et des certitudes brisées. L'enquête conclut à un accident, une conclusion acceptable pour la société, car elle évitait de poser des questions dérangeantes sur la fragilité mentale, la cupidité et la peur. Mais pour l'homme ruiné, cette explication ne fut qu'un soulagement partiel, car sans documents, sans chiffres, sans mémoire fiable, il ne lui restait plus que sa croyance profonde dans une trahison invisible. Les mois suivants furent marqués de ventes forcées, de départs silencieux et une lente désagrégation de tout ce qui faisait autrefois sa pierté. Et dans cette descente inexorable, une vérité commençait à émerger, non pas sous la forme d'une révélation spectaculaire, mais comme une évidence douloureuse que certains observaient sans oser la nommer. La fortune ne s'était pas évaporée par magie, elle avait été dissoute par une succession de décisions incohérentes, d'oublis, de transactions mal comprises et de peurs non maîtrisées. Mais cette vérité, bien que perceptible pour ceux qui regardaient de l'extérieur, restait inaccessible à celui dont l'esprit s'était enfermé dans le besoin absolu de croire à un coupable autre que lui-même. Et c'est ainsi que la deuxième phase de cette tragédie silencieuse s'acheva, laissant derrière elle un homme brisé, une énigme incomplète et une question suspendue dans l'air du passé. La disparition de la richesse était-elle réellement l'œuvre d'un destin obscur ou le résultat inévitable d'une peur devenue plus puissante que la raison? Avec le temps, alors que la poussière des ruines retombait et que le monde autour poursuivait son cours indifférent, l'homme tenta de reconstruire une apparence d'ordre, persuadé que le chaos qui l'avait frappé n'était qu'une parenthèse imposée par des forces qu'il ne contrôlait pas encore totalement. Et cette conviction devint son dernier refuge, car sans elle, il aurait dû admettre que le danger ne venait ni d'un signe céleste, ni d'un être différent, mais de l'intérieur même de son esprit. Il s'entoura alors de récits explicatifs, répétant à quiconque voulait encore l'écouter que sa chute avait été provoquée par une trahison, par des mains étrangères, par une volonté dissimulée qui avait profité de sa confiance, et plus il racontait cette version des faits, plus elle s'enracinait en lui comme une vérité absolue, remodelant ses souvenirs et effaçant les contradictions. Ceux qui vivaient encore à ses côtés comprirent rapidement que le confronter directement serait inutile, voire dangereux, car chaque remise en question déclenchait une colère disproportionnée, nourrie par la peur d'être démasqué face à lui-même. Et ainsi, par silence ou par lassitude, ils laissèrent cette version s'imposer. Dans ce monde ancien, où la parole masculine et l'autorité sociale faisaient loi, il était plus simple d'accepter une histoire imparfaite que d'affronter la réalité d'un esprit qui se désagrégeait lentement sous le poids de ses propres croyances. Pourtant, certains détails continuaient de troubler l'ordre fragile qu'il tentait de maintenir, car malgré la perte des documents officiels, des souvenirs subsistaient chez ceux qui avaient participé aux échanges, et ces souvenirs racontaient une autre histoire, faite de décisions hâtives, de ventes à perte, de colère soudaine. Mais ces voix restaient dispersées, incapables de former un récit cohérent, capable de rivaliser avec la version que l'homme répétait inlassablement. Celui qui l'accusait implicitement, celui dont la différence avait servi de point de départ à cette spirale, demeurait silencieux, observant sans intervenir, car il savait, par une expérience forgée dans la dureté de l'existence, que la vérité n'avait que peu de valeur lorsqu'elle ne correspondait pas à ce que le pouvoir voulait entendre.
Son silence, interprété par certains comme une preuve de culpabilité et par d'autres comme une résignation forcée, renforçait encore l'ambiguïté de la situation, car dans les sociétés anciennes, le mutisme des dominés était souvent utilisé contre eux comme un aveu déguisé. L'homme, quant à lui, oscillait entre des moments de détermination presque fiévreuse, où il parlait de renaissance et de revanche, et des périodes de profonde apathie, où il restait immobile pendant des heures, le regard perdu, comme s'il tentait de rassembler des fragments de souvenirs qui refusaient de s'assembler. Cette alternance épuisait son entourage, car elle rendait toute projection impossible, toute tentative de stabilité vaine, et peu à peu, ceux qui le pouvaient s'éloignèrent, laissant derrière eux une maison trop grande pour le peu de certitude qui y subsistait. Dans les cercles plus larges de la société, son nom commença à être associé à la méfiance, non pas à cause d'un scandale précis, mais en raison d'une réputation diffuse d'imprévisibilité. Et dans un monde où la confiance était la véritable monnaie d'échange, cette perte symbolique pesa plus lourd que la disparition de l'or ou des terres. Les transactions cessèrent presque entièrement, les portes se fermèrent, et l'homme comprit trop tard que même s'il retrouvait un jour ce qu'il croyait avoir perdu, il ne pourrait jamais récupérer ce qu'il avait détruit par son comportement. La solitude accentua ses pensées obsessionnelles, car sans regard extérieur pour les tempérer, ses croyances se transformèrent en certitudes rigides, et il se mit à réinterpréter chaque événement passé comme une confirmation de son récit, effaçant mentalement les incohérences qui auraient pu le faire douter. Parfois, dans des moments d'esprit extrême, une autre idée tentait de s'imposer, une pensée presque insupportable selon laquelle tout cela n'était que le résultat d'un enchaînement humain, banal et tragique à la fois, mais cette idée était immédiatement rejetée, car elle menaçait l'édifice fragile qu'il avait construit pour survivre psychologiquement. Ceux qui observaient la situation de loin comprenaient que la véritable perte ne résidait pas uniquement dans la richesse disparue, mais dans la transformation d'un homme qui avait échangé la responsabilité contre le confort illusoire de la croyance, préférant un ennemi imaginaire à la reconnaissance de ses propres limites. Cette phase de l'histoire ne fut pas marquée par un événement spectaculaire, un retournement soudain, mais par une lente érosion, presque invisible, de ce qui restait de lucidité et de lien avec le réel, comme si le temps lui-même participait à l'effacement progressif de la vérité. Et c'est dans cette lenteur, dans cette absence de catharsis, que réside peut-être la dimension la plus inquiétante de ce récit ancien, car elle montre comment, bien avant les grandes révolutions et les certitudes modernes, un homme pouvait se perdre non pas par un choc brutal, mais par l'accumulation silencieuse de peurs non affrontées, laissant derrière lui une énigme inachevée et une question qui traverse les siècles. Jusqu'où pourrait un esprit aller pour éviter de se regarder en face? Les années suivantes s'écoulèrent dans une relative obscurité, sans événements marquants aux yeux de l'histoire officielle, mais chargés d'une tension sourde qui pesait sur chaque geste de l'homme, désormais isolé, car privé de son statut, de ses relations et de ses certitudes matérielles, il ne lui restait plus que son récit intérieur, devenu avec le temps plus solide que n'importe quelle preuve tangible, et ce récit façonnait désormais sa perception du monde. Il se mit à voyager, non par goût de l'aventure, mais par nécessité, cherchant dans d'autres villes, d'autres régions, parfois même au-delà des frontières connues, un regard neuf qui ignorerait son passé et accepterait son histoire sans la remettre en question. Et dans ses déplacements, il découvrit que les croyances qu'il portait n'étaient pas isolées, car partout, dans les ports, les marchés et les villages reculés, existaient des récits semblables, où la différence physique, la chance soudaine ou la perte inexpliquée étaient interprétés comme des signes d'un ordre invisible. Ces rencontres renforcèrent sa conviction qu'il avait été victime non d'une suite d'erreurs humaines, mais d'un mécanisme ancien, presque universel, et il commença à voir sa propre chute comme un épisode parmi d'autres dans une longue histoire de destin brisé par des forces incomprises.
Il racontait son passé avec une précision troublante, décrivant des détails insignifiants avec assurance, tout en ignorant ou modifiant inconsciemment ceux qui auraient pu révéler ses incohérences. Et ceux qui l'écoutaient, fascinés par son ton et sa certitude, acceptaient souvent son récit sans le questionner. Car dans un monde encore largement régi par la narration orale, la confiance se gagnait moins par la logique que par la force de la parole. Pourtant, à mesure que les années passaient, sa mémoire continuait de se transformer, non par effacement brutal, mais par glissement progressif, comme si chaque répétition de l'histoire en modifiait légèrement les contours, renforçant certains aspects et en atténuant d'autres, jusqu'à ce que même lui ne puisse plus distinguer ce qu'il avait réellement vécu de ce qu'il avait reconstruit pour survivre. Cette métamorphose intérieure se reflétait dans son comportement, car il devenait de plus en plus prudent, parfois presque paranoïaque, évitant les engagements durables, refusant de confier ses biens ou ses projets à quiconque, persuadé que la confiance était une faiblesse exploitée par des forces malveillantes. Il vivait modestement, non par sagesse acquise, mais par crainte constante de revivre une perte qu'il ne se sentait plus capable de supporter. Et cette retenue, loin de l'apaiser, entretenait une vigilance permanente qui épuisait son esprit. De temps à autre, des nouvelles parvenaient jusqu'à lui concernant ceux qu'il avait laissés derrière, certains ayant refait leur vie, d'autres ayant disparu sans laisser de traces, et ces informations fragmentaires le troublaient, car elles suggéraient que le monde avait continué sans lui, indifférent à la tragédie qu'il considérait pourtant comme centrale. L'individu qu'il avait autrefois désigné comme l'origine de son malheur refaisait parfois surface dans ses récits lointains, toujours décrits de manière vague, presque anecdotique, ce qui renforçait paradoxalement l'aura mystérieuse que l'homme lui attribuait, car l'absence de détails précis laissait libre cours à toutes les interprétations. Il se persuada alors que certaines existences étaient destinées à croiser la route des autres pour provoquer des bouleversements irréversibles, non par volonté consciente, mais simplement par présence, comme des catalyseurs silencieux. Et cette idée devint pour lui une explication suffisamment complexe pour justifier toutes les contradictions. Dans les moments de solitude profonde, il lui arrivait de ressentir une forme de lassitude, une fatigue morale si intense qu'elle faisait vaciller ses certitudes. Et dans ces instants, une pensée dangereuse émergeait parfois, celle que sa peur avait pu guider ses décisions plus sûrement que n'importe quel signe extérieur. Mais cette pensée était rapidement étouffée par l'habitude, car remettre en question des années de croyance aurait signifié reconnaître que toute sa souffrance reposait sur un malentendu fondamental. La vieillesse approchant, il commença à ressentir le poids du temps, non seulement dans son corps, mais dans la fragilité croissante de ses souvenirs, car certains événements se brouillaient, d'autres se mélangeaient, et cette confusion renforçait son attachement à une version simplifiée de son passé, plus facile à supporter que la complexité réelle. Ainsi, sans qu'il s'en rende pleinement compte, sa vie se transforma dans un long effort pour préserver une cohérence intérieure artificielle, un équilibre précaire basé sur l'évitement et la répétition. Et cette phase du récit, marquée par l'errance, la reconstruction illusoire et l'isolement progressif, montre comment, bien avant l'ère moderne, un homme pouvait continuer à vivre tout en s'éloignant lentement de la vérité, non par ignorance, mais par un instinct de survie psychologique qui paradoxalement l'enfermait davantage chaque jour dans les frontières étroites de sa propre croyance. À mesure que les décennies passèrent et que le monde entra lentement dans une ère de changement que l'homme observait de loin sans jamais vraiment y participer, son existence devint presque invisible, fondue dans le décor d'un passé qui s'éloignait inexorablement, car bien qu'il fût encore vivant, il appartenait déjà à un autre temps, celui où l'on expliquait l'inexplicable par des forces cachées, plutôt que par l'analyse de l'esprit humain. Installé dans une région tranquille, loin des anciens centres d'échange et de pouvoir, il menait une vie discrète, rythmée par des habitudes répétitives qui lui procuraient une illusion de contrôle, se levant à la même heure, parcourant les mêmes chemins, parlant peu, observant beaucoup, comme si la régularité pouvait empêcher le chaos de refaire surface.
Les rares personnes qui faisaient sa connaissance le décrivaient comme un homme courtois mais distant, porteur d'un regard chargé d'une méfiance ancienne, et lorsqu'il évoquait son passé, ce n'était jamais sous forme de confession, mais comme un avertissement voilé, un récit destiné à prouver que certaines forces dépassaient la compréhension ordinaire et qu'il fallait se méfier de ce qui sortait de la norme. Son histoire, répétée au fil des ans, avait perdu toute aspérité personnelle pour devenir presque symbolique, et lui-même semblait parfois se confondre avec le rôle qu'il s'était attribué, celui de témoin d'un ordre caché et cruel. Pourtant, malgré cette façade de certitude, des fissures apparaissaient de plus en plus souvent, car sa mémoire, affaiblie par l'âge, ne parvenait plus à maintenir la cohérence parfaite de son récit, et il lui arrivait de se contredire sans s'en apercevoir, modifiant des dates, confondant des lieux, attribuant à d'autres des paroles qui avaient été les siennes. Ces incohérences, autrefois imperceptibles, devenaient évidentes pour les observateurs attentifs, mais personne ne jugeait utile de les relever, car l'homme ne représentait plus une menace ni une autorité, seulement une figure du passé, presque mélancolique. Parfois, au détour d'une conversation ou d'un souvenir involontaire, une émotion inattendue surgissait, non pas la colère ou la peur qui l'avait autrefois animé, mais une tristesse profonde, presque muette, comme si une part de lui pressentait enfin ce qu'il avait perdu au-delà de la richesse matérielle. Dans ces moments, il restait silencieux, le regard fixé sur un point invisible, et ceux qui l'observaient ressentaient confusément que derrière ces certitudes affichées se cachait une fatigue immense, celle d'un homme qui avait passé sa vie à défendre une histoire devenue plus lourde que la vérité qu'elle dissimulait. L'individu, à l'origine de ses obsessions, n'apparaissait plus comme une silhouette floue dans ses souvenirs, parfois même réduite à un simple symbole, dépourvu de traits précis, preuve que la figure du coupable s'était dissoute au fil du temps pour laisser place à une idée abstraite, celle d'une menace indéfinie. Paradoxalement, cette disparition progressive de l'ennemi rendait son combat intérieur encore plus stérile, car sans adversaire clairement identifié, il ne lui restait que lui-même face à un passé qu'il ne savait plus comment interpréter. Le monde extérieur, quant à lui, avait changé, les mentalités évoluaient, les premières tentatives de compréhension scientifique de l'esprit humain commençaient à émerger, mais ces transformations restaient lointaines pour lui, comme des échos atténués d'un futur auquel il n'appartenait pas. Ainsi, cette période de sa vie fut marquée par une forme de suspension, ni véritable apaisement, ni réelle souffrance aiguë, mais un état intermédiaire, où l'homme continuait d'exister sans jamais vraiment se réconcilier avec lui-même. Et cette avant-dernière étape du récit montre comment, dans les sociétés d'autrefois, un individu pouvait traverser toute une existence en portant une blessure invisible, non pas infligée par autrui, mais entretenue par la peur constante de regarder la réalité en face, laissant derrière lui une trace diffuse, presque effacée, mais profondément humaine. Lorsque la fin approcha, sans annonce spectaculaire ni signe particulier, l'homme se trouvait déjà détaché de presque tout ce qu'il avait autrefois défini, et sa disparition ne provoqua ni remous ni interrogation majeure, car il s'éteignit comme il avait vécu ces dernières années, dans la discrétion et l'effacement, laissant derrière lui quelques objets sans grande valeur, des récits fragmentés et une réputation floue que chacun interprétait à sa manière. Ceux qui s'occupèrent de ses affaires après sa mort découvrirent une existence étonnamment simple, presque austère, sans trace tangible de la fortune passée, ni de preuves confirmant la trahison ou la malédiction qu'il avait tant évoquée. Seulement des notes éparses, des réflexions répétitives et des tentatives maladroites de donner un sens cohérent à une vie marquée par la peur de perdre. Ces écrits, lorsqu'ils furent lus, révélèrent moins une énigme surnaturelle qu'un esprit prisonnier de ses propres mécanismes, oscillant constamment entre lucidité et déni. Et pour les rares observateurs capables de prendre du recul, ils devinrent le véritable témoignage de cette histoire, bien plus que les rumeurs et les légendes qui l'avaient entourée. Le personnage qu'il avait désigné comme l'origine de tous ces malheurs n'apparaissait plus que comme une ombre lointaine, mentionnée sans précision, preuve ultime que le centre réel du drame n'avait jamais été cette différence physique, mais la manière dont elle avait été interprétée et amplifiée par un besoin irrépressible de croire à une cause extérieure.
Avec le temps, la mémoire collective fit son œuvre, transformant son histoire en un récit moral, parfois raconté comme une mise en garde contre la superstition, parfois comme une fable sur la fragilité de la richesse et de la raison, et parfois encore comme une simple curiosité du passé, vidée de sa dimension humaine la plus profonde. Pourtant, derrière ces versions simplifiées, subsistait une vérité plus inconfortable, celle qu'un homme, bien avant les avancées de la psychologie moderne, avait lentement construit sa propre chute en refusant d'accepter l'incertitude, préférant une explication inquiétante mais stable à la complexité chaotique de l'existence. Son histoire, replacée dans un monde ancien, rappelle que la peur de l'inexplicable a toujours accompagné l'humanité, et que lorsqu'elle n'est pas confrontée, elle peut devenir plus destructrice que n'importe quelle force extérieure. Ainsi s'achève ce récit venu d'un temps révolu, non par une révélation éclatante, ni par une justice rendue, mais par une disparition silencieuse, laissant au lecteur d'aujourd'hui une réflexion intemporelle. Ce ne sont pas toujours les signes, les différences ou les présages qui détruisent les vies, mais la manière dont l'esprit humain choisit de leur donner un pouvoir qu'ils n'ont peut-être jamais eu.